Ce sera fait sur la base du volontariat. Et aujourd'hui, nous avons deux correspondances. Il y a d'abord un message porté du secrétaire général du ministre à tous les responsables des services centraux, les invitant à une réunion, à prendre part à une réunion, examen du projet de décret rendant la vaccination préventive obligatoire au Cameroun. Mais avant d'entrer en studio, il y a un autre communiqué, le communiqué du ministre, qui cette fois-ci s'adresse à cible le délégué régional de la santé publique pour le centre. Il revient sur la sortie du Premier ministre. Le Premier ministre a fait en savoir que le vaccin n'était pas obligatoire. Comment comprendre cette façon de faire dans notre gouvernement? C'est Jean tout. Je voudrais rentrer d'abord dans la structure de l'exécutif de notre pays. Notre exécutif est constitué de deux organes. L'organe présidentiel, qui est incarné par le président de la République, chef de l'État, et l'organe gouvernemental qui a à sa tête le Premier ministre. Ce n'est pas au hasard. Et quand nous prenons les dispositions constitutionnelles à partir de l'article 11 de notre Constitution, il ressort que le Premier ministre applique la politique définie par le président de la République. Et à partir de là, on se rend bien compte qu'avec l'avènement de cette pandémie, le président de la République a instruit, bien entendu, le Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre toutes les mesures nécessaires que sur le plan technique, j'ai appelé les circulaires réglementaires, pour essayer d'endiguer cette pandémie qui a commencé à causer autant de morts. Alors qu'est-ce qui se passe? On se rend bien compte que le gouvernement a procédé à cette lutte de trois manières, avec une première phase qui a été ouverte. D'ailleurs, avant même, dès le 17 mars, avant même que le Premier ministre ne prenne les 13 mesures, les premières 13 mesures, le président de la République a tweeté, invitant ses compatriotes à respecter les mesures barrières, les mesures gouvernementales, les prescriptions qui seront prises par le gouvernement et celles qui seront édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Et le 17 mars, donc, il y a des premières mesures qui sont prises qui viennent en réalité contenir la lutte contre cette pandémie. Et quelques mois plus tard, on renforce ces mesures. C'est la deuxième phase avec justement la mission de détecter l'infection, de prendre en charge les personnes affectées et bien entendu de procéder au financement. C'est ce qui justifie que le 30 mars 2020, le président de la République a demandé au Premier ministre... 30 avril. Non, d'abord le 30 mars. Oui. C'est le 30 mars qui demande au Premier ministre de créer un fonds de solidarité nationale. Et c'est ce qui est fait. Et on aboutit donc après cela à la troisième phase de cette lutte qui a consisté, après la mobilisation des fonds, nous avons vu que le président de la République a procédé à des distributions, des dons matériels. On se rappelle justement de la digression avec un des chefs traditionnels qui s'était refusé de prendre ce don et qui a suscité, qui a fait enfler la polémique. Voilà, sur ces trois dimensions, on se rend bien évidemment compte que le Premier ministre est celui qui porte justement la vie de cette nation au regard des dispositions constitutionnelles. Or, la question que vous posez aujourd'hui sur la polémique démontre à quel point l'autorité du Premier ministre est de tout temps fragilisée. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un chef du gouvernement, et je vous rappelle que le ministère de la Santé dépend directement de l'autorité primo-ministérielle. Il n'y a pas délégué à la présidence. Non, là, il n'y a pas. Parce qu'il y a des ministères qui dépendent directement comme la défense. Du président, la défense, les relations extérieures, marché public, consup et autres. Mais le ministère de la Santé dépend de l'autorité directe du président de la République. Ça veut donc dire que... Du Premier ministre. Du Premier ministre, autant pour moi. Ça veut donc dire que dès lors qu'il y a une prise de décision, celle-ci, le ministre de la Santé doit se référer à son chef, qui est le Premier ministre. Or, on voit, bien entendu, vous l'avez bien titré, une certaine cacophonie, où on voit un ministre de la Santé qui dit que le vaccin sera obligatoire, alors que le 5 mars, déjà le Premier ministre avait annoncé que la prise en charge, et dès l'arrivée des vaccins, ces vaccins ne seront pas obligatoires dans leur applicabilité. Donc ça veut tout simplement dire qu'une fois encore, l'autorité du Premier ministre a été écornée. Et je voudrais rappeler ici au ministre Manaouda Malachi qu'il ne doit pas rentrer dans les logiques de Bihichi Sam, de Amatou Toumouna. Le président de la République s'est toujours farouchement mis en opposition contre les ministres qui sapent l'autorité du Premier ministre. Donc il doit faire très attention avec cette sortie qui, à mon sens, pourrait lui être très préjudiciable
pour la suite du gouvernement certainement qui arrive. Charles Dikam. Bon, je vais déjà commencer par retenir de tout ce qu'a dit mon prédécesseur en parole que la première chose déjà, c'est qu'on parlait de dons. Il n'y a jamais eu de dons. Il y a eu des dons qui nous ont été faits au Cameroun, mais quand à ce moment-là le gouvernement les distribue à la population, ce n'est plus un don. Donc dans tout le processus que vous venez de citer, là, il n'y a pas eu de don. Sinon qu'un don de l'étranger et des pays frères et amis à l'attention du peuple camerounais. Écoutez, nous ne sommes plus à une contradiction près, ce n'est pas la première fois. Si nous devions citer tous les exemples où le Premier ministre a été pris à défaut, nous y passerions la soirée. Un fait qui est certain, c'est que déjà au niveau de la prise en charge jusqu'à présent, les populations camerounaises ont été obligées de se débrouiller toutes seules, les 3/4 du temps, pour ne pas dire la majorité du temps. Donc, moi je me dirais que c'est une tempête dans un verre d'eau. Parce que ce don encore d'1 million de vaccins qui va venir, parce que c'est un don, nous n'avons rien payé pour cela. C'est une initiative de l'OMS, une initiative mondiale, et dont bénéficient tous les pays africains notamment. Quand il va arriver, va être encore susceptible dans ce pays. Permettez-moi, mais tout ce qui est gouvernemental chez moi est sujet à caution, par habitude. J'aurais voulu qu'on prospecte, qu'on s'organise sur comment ce sera fait, mais j'anticipe plutôt sur comment ce sera mal fait. Il faudrait déjà que ces vaccins arrivent, qu'ils sont répartis comme il faut, que ceux qui ont été ciblés soient effectivement ceux-là qui en bénéficieront, que nous ne nous retrouvions pas comme pour le Chan, avec des personnalités, entre guillemets, qui ont droit de faire vacciner toute leur famille, même ceux qui ne rentrent pas dans le cadre. Donc, vraiment, je suis très sceptique. Ça commence très mal. Ça continue très mal. Il n'est pas possible que ce même ministre, qui a moins de 2 mois, je pense, a commis une bourde identique, quasiment, où il y a dû y avoir un communiqué de la présidence de la République pour venir rétablir les faits. Je ne sais pas. Je pense qu'il commence à s'illustrer un peu trop par du zèle. Paiement des tests. Exactement. Pour les voyageurs. Je pense que le costume commence à être trop serré pour lui, il faut qu'on le libère. Et là, ça commence à faire trop, et il s'agit de quelque chose de plus qu'important, c'est la santé des Camerounais. Il n'est pas possible qu'aujourd'hui, tout le monde, en tout cas cette population cible, tout au moins dans un premier temps, soit là anxieuse, en train d'attendre que ces vaccins arrivent et pour qu'ils aient, comment dirais-je, une vue sur l'avenir, et que, avant même qu'ils ne soient sur notre sol, on assiste à cela. Parce que ce secrétaire général, je ne doute fort qu'il ait pu faire cette sortie sans l'aval de son patron. Si tel est le cas, là aussi son patron est incriminé. Comme j'incrimine d'ailleurs toujours le président de la République pour tout ce qui se passe. Parce que c'est vrai, tout ce qu'a dit brillamment le docteur tout à l'heure, c'est la lettre, c'est le livre. Mais nous savons où nous sommes. Ils en ont toujours fait ce qu'ils voulaient. Sinon, si les choses étaient suivies telles qu'elles sont écrites, et le Cameroun est un de ces pays qui bénéficient, je veux dire, si on s'en tenait à nos textes, vraiment nous n'aurions pas à nous plaindre. C'est l'application de ces textes, c'est la mise en pratique des textes qui pose problème. Voilà. Okay. Dans un premier temps, je m'arrêterai là. Voilà, effectivement, l'objet, il est clair. Examen du projet de décret rendant la vaccination préventive obligatoire au Cameroun. Oui. Comment comprendre ça alors que le Premier ministre s'est exprimé le 5 mars Serge Alain, je crois que M. Ndikam l'a dit, ce n'est pas la grande première par rapport à l'indiscipline face au Premier ministre. Nous nous souvenons de la descente du Premier ministre dans le Nozo. Je n'en dirai pas plus. Mais permettez-moi, pour répondre à votre question, de planter un petit décor, parce que chaque fois que l'on parle de la Covid est devenue une thématique clivante. Si clivante qu'aujourd'hui, quand on en parle, on ne sait même pas dans quel sens on va. Je vais tout simplement ressasser notre réalité, la réalité de notre pays depuis l'année 2015. Pour que l'on comprenne suffisamment quelles sont nos priorités avant de devoir, jusqu'aujourd'hui, débattre sur des sujets qui semblent nous désorienter. En 2015, nous étions présupposés préparer la CAN, parce qu'on nous l'avait confié et il était question en septembre 2014. Voilà. Donc en 2016, survient la réalité du Nozo, qui est une vieille histoire du Cameroun bien connue. Je crois bien que les sécessionnistes au Cameroun, on en parle depuis plusieurs années. Mais sauf que pour avoir maltraité, on a transformé le Nozo
pendant 4 ans en un territoire de folie qui a totalement brisé l'économie et le social au Cameroun. Je ne parle pas des chiffres puisque tout le monde le connaît. Et on sait bien que s'il y a eu conflit dans le Nozo, il y a 5 raisons. C'est un problème de valeur, parce que chaque peuple a ses valeurs. C'est un problème de ressources, on le connaît bien, parce que chacun en dépend et on fait la chasse. C'est un problème de facteurs impersonnels, puisqu'on a dans un gouvernement aujourd'hui des gens de cette région-là qui pendant longtemps n'ont pas mis sur le plateau la réalité. Il y a les intérêts. Et enfin, il y a les faits que nous avons vus depuis 5 ans. Voilà le Nozo. Et pendant que cette histoire de Nozo se passait, on est revenu à tout ce qui concernait la canne, avec de l'argent mal utilisé, avec des terrains non achevés, et au passage, la canne a glissé. Et en glissant, vous vous souvenez bien que si nous parlons du Covid aujourd'hui, c'est depuis le mois de mars dernier, de 2020. Et quand Covid arrive, il fallait se battre dans tous les sens. À la suite de ce Covid-là, et on est là en train de revenir là-dessus aujourd'hui, vous avez vu comment les Camerounais ont souffert dans tous les sens. Je ne vais pas oublier au passage que pendant ces 4 ans, il y a une succession d'élections au Cameroun, qui étaient les élections présidentielles, les municipales et députations, qu'on a cloué suffisamment avec les régionales. Tout ce que je viens de vous réciter, M. Serge Alain, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent qui ont coulé et qui ont asphyxié les Camerounais pendant près de 6 ans. Et on voit aujourd'hui, on se trouve aujourd'hui dans un tissu social et économique complètement délabré. Alors, pour en revenir à la réalité, si je vous refais ce dessin, c'est pour savoir, au-delà des discussions que nous pouvons avoir aujourd'hui sur les conflits entre le Premier ministre et ses ministres, est-ce la priorité pour le Cameroun? Je ressens ceci pour que nous puissions, au-delà de nos querelles politiques, au-delà des engueulades que nous avons chaque fois, issues des plateaux de télévision, constater que la déliquescence de notre pays est à l'extrême et qu'on devrait aujourd'hui, et je peux vous le dire sincèrement, je me serais attendu aujourd'hui que puisqu'on nous a présenté en disant les régionales, peut-être c'était une erreur, croyait-il, mais ça semble être une issue pour le Cameroun. Mais à peine cette régionale qu'on peut prendre une bonne chose est tombée, voici les conflits qui se remettent en place, puisque au-delà de ce que vous parlez aujourd'hui du ministre, du Premier ministre et d'un ministre, il n'y a pas longtemps, quelques jours le maire, avant aujourd'hui, un maire et un sous-préfet. Un préfet. Et un préfet. C'est pareil. S'il vous plaît, arrêtons de faire que dans ce pays, l'individu soit plus fort que les institutions. Il est temps, avec toute la souffrance que ces 5 dernières années nous ont donné, que les politiques, que les hommes de la société civile, il est vraiment temps que nous oublions certaines choses. Parce que la cacophonie dont vous parlez pour le Covid, même les pays les plus grands sont dans une cacophonie totale. On parle aujourd'hui de 100 000 morts en Italie. En France, vous voyez tous les plateaux de télévision, c'est la même symphonie, c'est la même bagarre. Ça veut dire que cette histoire de Covid, nous devions, par un souci de résilience par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui au Cameroun, voir quelles sont nos priorités. Notre économie est si bas aujourd'hui avec le Nozo, est si bas aujourd'hui avec ce qu'on a dépensé pour le Covid, est si bas aujourd'hui avec ce qu'on a dépensé pour la canne, que la pire des maladies qui risque de nous arriver, ce sera la pauvreté et des morts en plus. D'ailleurs, s'il vous plaît, donnez-moi qu'est-ce qui peut justifier que la priorité chez nous, même si on parle au niveau mondial, soit le Covid, puisque entre les 5 ans, ce qui a tué le plus, c'est la guerre du Nozo. Ce qui a tué le plus, c'est au-delà du paludisme dont on n'en parle plus. Je crois que depuis le mois de décembre, si vous comptez le nombre de victimes sur les routes, ça a tué plus que le Covid. Je demande tout simplement à nos dirigeants d'être plus diligents et de regarder ce qui nous permette de mieux nous en sortir pour essayer d'indiquer cette situation. Ok. Martin Zan, vous avez, pour vous, cette cacophonie-là, elle tire son essence de quoi?
Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là autour... C'est pas la première fois, comme on dit, on reconnaît plein de personnes sur le plateau. Oui, qu'est-ce qui se passe dans ce gouvernement? C'est un acte administratif. Lequel? Cet acte administratif, celui qui convoque, n'est-ce pas, celui qui rend obligatoire le vaccin de Covid-19. C'est un acte administratif qui est pris au nom du ministre, mais qui est signé par le secrétaire général. Nous devons donc nous poser la question. Est-ce que le ministre de la Santé, Dr Malachi Malaweda, ne peut pas signer? Je répondrai par, n'est-ce pas, et non pas par la positive, par la négative, mais je dirais oui, il peut signer. Pourquoi il n'a pas signé en son nom? Si le secrétaire général a signé, peut-être il a pris ça sur lui, par devers sa personne, de signer cet acte et de mettre au nom du ministre. Le ministre, Dr Malachi Malaweda, je ne suis pas sûr, je n'arrive pas à croire qu'il soit, n'est-ce pas, contre les instructions du Premier ministre. Je prends tous les Camerounais en témoin. Qu'on voit l'acte administratif qui a été signé. Par qui cet acte a été signé? Est-ce le docteur Malachi Malaweda ou alors le secrétaire général, professeur Elon Louis? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. J'en ai terminé avec ce côté. Je prendrai, n'est-ce pas, l'autre côté. Nous sommes déjà portés à 588 décès suite au Covid-19. Il est temps, n'est-ce pas, que nous, Camerounais, il est temps que tous les citoyens prennent cette histoire à cœur, respecter les mesures barrières. Les mesures barrières peuvent, n'est-ce pas, nous éloigner de cette pandémie. Nous allons, n'est-ce pas, nous faire vacciner par les vaccins qui ont été, n'est-ce pas, donnés par l'OMS au Cameroun. On parle de plus d'1 million. Le Premier ministre parle de plus d'1 million de vaccins. Et le Premier ministre a dit que ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. Si quelqu'un a fait une sortie en signant un acte administratif, en mettant, n'est-ce pas, le terme obligatoire, ça engage sa signature. Vous ne pensez pas que tout ça crée, au niveau au sein de la population, ça crée, ça fait pas désordre pour vous? Ce n'est pas le docteur Malachi Malaweda qui a signé. Comment ça? C'est le secrétaire général. Pour le ministre de la Santé publique et par délégation. C'est le secrétaire général qui a engagé sa signature. Donc il peut même s'asseoir dans son bureau et prendre un acte comme celui-là et on met dans les réseaux sociaux et on attribuera cette faute, n'est-ce pas, au ministre de la Santé, le docteur Malachi Malaweda. Donc j'aimerais, n'est-ce pas, que les populations prennent cet acte et qu'on regarde qui a signé, qui a pris ses responsabilités. Moi, je ne suis pas dans le cabinet du ministre pour dire que le ministre aurait donné une instruction. Et même si c'est une instruction, ce n'est pas une instruction verbale, elle est écrite. Dans l'administration, elle est écrite. Donc, celui qui a pris sur sa personne, par devers sa personne, de prendre cet acte et de mettre le terme obligatoire, endosse la responsabilité. Oui, Charles. Bon, je ne sais pas si c'est aux téléspectateurs que M. Zong s'adressait, mais si c'est à moi en particulier qui suis à côté de lui, je n'ai rien compris, se parler à lui-même. Je vais résumer ce qu'il vient de dire, de manière claire et intelligible pour tous. Il vient de nous dire qu'effectivement, c'est le désordre. Qu'effectivement, vous ne pouvez rien comprendre de tout ce qui vient de Yaoundé et des autorités en charge de prendre soin de vous. Il vient de vous dire que dans un ministère, quelqu'un peut se lever, mettre le cachet du ministère, ça n'engage que la personne. Non, il faut qu'on arrête, il faut qu'on soit sérieux. Là, on est en train de parler de santé. Les 3/4 du temps, on parle de guerre. Donc, on ne parle que de sujets sérieux sur ce plateau depuis de nombreux mois. Je vous aurais attendu dans la posture républicaine qui consistera à dire qu'il est temps que ce désordre s'arrête. Et celui qui est capable de le faire arrêter, il est seul. C'est pas tout renvoyer toujours au chef de l'État. Il faut le lui renvoyer à celui qui a signé l'acte administratif. Il faut le lui renvoyer aussi en mauvaises occasions comme celle-là. C'est vrai qu'elles sont plus nombreuses que les bonnes. Mais bon sang, vous pensez que tout ce que vous venez de dire là, mon frère qui sort du marché de Kouloun, là, il a compris quoi ce que vous êtes en train de dire? Il a compris quoi? Il n'a rien compris du tout à ce que vous avez dit. Je veux dire, des responsabilités, soit on est capable de les tenir, soit on est démis, puisque le Camerounais n'a pas la culture de l'abandon, de dire que quelque chose le dépasse. Qu'on arrête. Où est-ce qu'on va à cette allure-là? Alors, ce monsieur était directeur à la Kentini ici.
Je pense qu'il ne faisait pas trop de bruit. On l'a enlevé de là, on l'a amené à Yaoundé, à un poste où je crois qu'il ne dimensionne pas encore. C'est un projet de loi. C'est-à-dire, il projette que voit ensemble dans quelle mesure est-ce qu'on va rendre obligatoire. On serait encore là innovant à travers la planète. Parce que nulle part ailleurs, ça n'est obligatoire. Qui va moi m'obliger ou obliger mon enfant à prendre un vaccin si moi je ne le veux pas? Qui? De quel droit? Mais dans quel pays où est-ce qu'on est? Je veux dire, donc finalement, on n'a plus aucune liberté ici. On n'a plus aucune liberté. Dans la hiérarchie... Je dis et je répète que le Premier ministre l'ait dit ou pas. Que même le président de la République soit sorti pour le dire ou pas. On ne peut forcer aucun Camerounais à se vacciner. C'est le premier ministre volontaire. Pour autant, je ne suis pas en train d'inciter mes compatriotes à ne pas aller se faire vacciner. Non, pour beaucoup, pour la majorité d'entre nous, ce sera au salut. Tant et si bien que ces vaccins aient été acquis ou reçus dans les normes. Ce sera le salut pour beaucoup d'entre nous. Et il vaut mieux qu'ils arrivent vite. Parce que nous voyons comment les structures sanitaires sont débordées. Plus vite il arrivera, plus même nos compatriotes qui sont en charge de soulager ces souffrances seront eux-mêmes soulagés. Dans le personnel médical, est-ce que vous savez combien de morts ils sont aujourd'hui? Combien ils ont payé le prix le plus lourd? Alors je pense que quelques sribouillards de Yaoundé doivent vraiment... Non, il est temps qu'on siffle la fin de la récréation. Okay. Et le seul qui peut la siffler, nous le connaissons tous. Puisque vous en référez vous-même à lui, tout le temps, même pour un ballon au quartier, la magnanimité du chef de l'État. Non, on veut vraiment qu'il vienne régler. C'est le Premier ministre. Oui. Docteur Luison Isomba, le message porté du secrétaire général qui, par délégation, invite tous ces responsables de l'administration centrale du ministère de la Santé publique, est signé le 9 mars. La sortie du ministre également, c'est le 9 mars. Le matin, entre guillemets, on dit examen du projet de décret rendant la vaccination préventive obligatoire au Cameroun. L'après-midi, on suppose le ministre qui dit la vaccination est gratuite et non obligatoire. À seule et même journée. On a réuni tous les responsables. Ils étaient convoqués à 15h. Je connais pas bien Yaoundé Luison, ils sont dans deux bâtiments différents. Bien entendu. Non, je demande. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ça, je voudrais faire une précision. Vous savez, M. Zan me donne la possibilité de faire une distinction entre une délégation de compétences et une délégation de signature. Dans la délégation de compétences, le délégant ne répond plus du cadre où il a délégué. C'est-à-dire que là, c'est une délégation de compétences. Alors, dans la délégation de signature, c'est le délégant qui répond des actes du délégataire. Donc, cela veut dire que dans le cas de l'espèce, c'est bien entendu le ministre qui répond de cet acte, parce qu'il s'agit d'une délégation de signature. Ça, c'est ce qu'il faut indiquer au Cameroun. Il y a une jurisprudence en la matière. Il y en a plusieurs. Il y a une jurisprudence en la matière. Il y en a plusieurs. Qui, n'est-ce pas, engage la responsabilité de celui qui a posé sa signature. Celui dont je vous distingue donc deux moments. Parce qu'il devra prouver que le ministre lui a donné des instructions. Ne rentrez pas dans ce domaine. Vous avez dit que vous êtes juriste. Ne rentrez pas dans ce domaine parce que sur la question, j'ai des connaissances plus approfondies. Comment vous n'arrivez pas... Mais voilà ce que j'explique. Je dis donc ceci. Dans la délégation, on distingue deux types. La délégation de compétences ou de pouvoir et la délégation de signature. Dans la délégation de compétences, dès que le délégant vous a conféré un certain nombre de pouvoirs... Verbalement, même par écoutez, il y a deux formes de l'acte. Prouver verbalement, vous savez que l'acte administratif, en droit public. Je vous explique. L'acte administratif unilatéral. Lorsque vous conférez, n'est-ce pas, des pouvoirs à quelqu'un, vous demandez à quelqu'un de signer, c'est de manière écrite, c'est pas de manière verbale. L'administration est écrite et non verbale. Non, donc le ministre Malachi Malaweda ne se sent pas concerné par l'acte signé par son secrétaire général. La preuve, il a pris un acte lui-même pour, n'est-ce pas, indiquer que le vaccin était volontaire et non obligatoire. Monsieur Zahar, permettez-moi, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole, permettez-moi d'évoluer. Je vais donc vous dire, il y a deux formes de l'acte administratif. L'acte écrit et l'acte non écrit. Dans l'acte non écrit, on relève les actes verbaux. Comme dans l'affaire Mekacha, Tonkampier, on les relève. C'est-à-dire que les actes verbaux. C'est-à-dire que le président peut vous dire, monsieur, faites ceci. C'est un acte administratif, mais de nature verbale. Vous devez vous exécuter. Alors, je vous indique donc que, dans le cas de l'espèce, monsieur Sergent Lotou, je veux faire entendre à Eli qu'il y a deux types, qu'il y a deux types de délégations. Dans la délégation de compétences, le délégant
qui vous a délégué, qui vous a conféré, transféré un certain nombre de matières, ne peut plus agir dans ce domaine. Cela veut dire que quand vous avez pris un acte, s'il survient un contentieux, c'est vous qui répondez de l'acte. Or, dans la délégation de signature, quand le délégant a procédé a conféré la délégation au délégataire, ce qui fait que si le délégataire signe et qu'il y a un problème, c'est le délégant qui en répond. C'est pourquoi dans cet acte, ce n'est pas le secrétaire général qui répond de cet acte, mais c'est le ministre de la Santé qui en répond. Je suis sur les aspects techniques du droit administratif. C'est bien écrit, permettez, c'est bien écrit pour le ministre de la Santé publique et par délégation, le secrétaire général, professeur Djok Louis Richard. Le problème est réglé. Il va falloir qu'il donne la preuve de cette délégation de signature. Terminez, docteur. Mais voilà la preuve, puisqu'on parle de délégation. La preuve est aucune preuve. Il faudrait que la preuve soit écrite. Ou alors qu'on ait un enregistrement verbal qui nous prouve que c'est le ministre qui a demandé à son secrétaire général de prendre cette Monsieur Zang, voilà déjà la preuve. On parle de délégation. C'est un cachet que l'on appose sur des documents officiels. C'est un simple cachet, docteur Luson. Mais docteur, si nous en sommes maintenant à douter des cachets ministériels. On a des cachets. Mais si, c'est ce qu'on est en train de faire. J'ai dit, c'est ce qu'on est en train de faire, monsieur. Est-ce que vous trouvez normal, dans quelle république normale, même en construction, comme vos collègues ont l'habitude de dire, est-ce que ce type de débat a cours? De savoir si on doit remettre en cause la signature, dites-moi où. Oui, même en France. Même en France, vous terminez. Monsieur ça, il faut faire très attention. Ce sont des questions techniques sur lesquelles, à un moment donné, prenez du recul, parce que vous êtes jury, mais prenez du recul. Quand je m'exprime sur la question, c'est avec autorité. Alors, j'indique que non, ça, ce sont les meilleurs madame de la communication. Vous ne connaissez pas. On a plein de Prenez le bic, la notaire, monsieur quand je parle. Il faut faire très attention. C'est ça. Alors, je voudrais aussi indiquer que cette cacophonie démontre à suffire que il manque dans ce gouvernement une sorte de coordination, d'ailleurs qui est prévue dans l'instruction générale de 98, où le président de la République demande au gouvernement de travailler de manière coordonnée. D'ailleurs, vous savez, il y a deux principes qui structurent le gouvernement, le principe de la collégialité et le principe de la solidarité gouvernementale. Donc, à partir de ces deux principes, le gouvernement doit travailler de façon concertée. Et quand on voit de telles dérives se perpétrer, ça veut donc dire, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que le président de la République a toujours donné raison à son premier ministre. Donc, tous les ministres qui veulent rentrer dans des attitudes irrévérencieuses vis-à-vis du premier ministre, et je crois que le président de la République l'a toujours démontré. Je venais de citer des cas d'école tout à l'heure, les billets et Salam tout le monde qui ont manqué du respect à l'Union infiniment. On a vu à quel niveau ils se sont retrouvés. Au moins pour ça, on est d'accord. Alors, donc c'est pour dire le respect de la hiérarchie dans l'administration, ça on sait comment il réagit. C'est pour dire ceci. C'est une question, je venais de vous dire que le président de la République définit la politique de la nation et il a défini les stratégies de lutte contre la riposte contre et que j'ai développé en 3 étapes. Et ça démontre à quel point, je l'ai d'abord dit, le président de la République a tweeté avant même la mise en concert. Voilà, du 17 mars. Donc c'est pour dire que cette cacophonie est malheureuse. Ça démontre à quel point ces gens-là autour, il y a d'abord un problème de méconnaissance de nos tests et il y a un problème de méconnaissance et de fébrilité et qui vise à porter atteinte à l'autorité parfois de la personne qui est supérieure à vous, comme c'est le cas pour le Premier ministre aujourd'hui. Voilà, on va d'abord prendre le docteur Jantou, on va aller à Montréal, au Canada. Bonsoir. Bon après-midi, hein. Je vous c'est l'après-midi. Bon après-midi, docteur Jantou. Voilà, des petits soucis avec le docteur Jantou. Le temps de permettre à la technique de voir ça. Elie Tchama, vous vouliez réagir sur cet aspect? Pour réagir sur cet aspect, c'est Jeannin. Le débat que nous venons d'avoir sur le plateau ne nous honore pas. Tout simplement parce que, au regard de tout ce qui est dit, j'ai l'impression que certains d'entre nous voudraient faire l'apologie de la médiocrité. C'est pas sérieux. On parle de cacophonie par rapport au titre que vous avez choisi. Et depuis le début ici, tous ensemble sur le plateau, on a convenu que cette cacophonie ne fait que se reprendre à chaque fois. Maintenant, ce qu'on pourrait dire
quand on débat de ce genre de situation, c'est de constater les faits. Du fait que chaque fois, les membres d'un gouvernement prennent des attitudes qui ne sont pas en adéquation avec une logique de gouvernance normale. Donc, par conséquent, on comprend tous qu'il y a eu ici un décalage. Ce qui est mieux aujourd'hui, ce n'est pas de débattre pour savoir pourquoi et comment ils l'ont fait, mais c'est de débattre ensemble pour savoir comment on fait pour sortir de ce genre de situation. Alors, pour en sortir, je dis bien, je retiens une chose, quelle que soit la cacophonie permanente du gouvernement. On est arrivé à la suite des élections dans notre pays à une logique de régionalisation. Ok. Voilà, on va revenir. Vous permettez, je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Dr Jean-Chou Prévost depuis Montréal au Canada. Bon après-midi, bienvenue une fois de plus à Equinox Soir. Une question tout de suite, Dr Jean-Chou. Le vaccin, est-ce qu'il existe un pays au monde où le vaccin contre cette épidémie est obligatoire? Le vaccin est-il obligatoire? Le vaccin contre la COVID-19 n'est pas obligatoire actuellement dans la plupart des pays qui vaccinent. Il y a vraiment plusieurs pays qui ont pris le chemin vers la vaccination et pour l'instant, ça reste sur une base volontaire, effectivement. Pour vacciner les personnels de santé, est-ce que ce n'est pas d'une manière voilée de les pousser tous à se vacciner? Est-ce qu'on peut être personnel de santé sans être vacciné face à cette pandémie? C'est une excellente question et ça fait partie de ce qu'on appelle le sacerdoce lorsqu'on travaille dans le corps médical. Effectivement, le désir de se vacciner, c'est un désir avant tout de protéger les patients, un désir de protéger aussi le système, puisqu'on sait que chaque personne qui travaille dans un hôpital qui est malade va entraîner un risque pour ses collègues. Les arrêts maladie, on en a eu beaucoup dans la première vague. Et c'est un désir aussi de protéger finalement la société parce que on est les premiers à exposer les familles. Donc, d'une certaine manière, même si c'est pas obligatoire pour les personnels de santé, ça fait partie finalement de la déontologie, le sacerdoce, de pouvoir se dire qu'on protège la société. On ne peut pas obliger un soignant à se faire vacciner, mais d'une certaine manière, c'est un peu l'action collective qui va pousser chacun à donner un peu du sien. Une fois de plus, Dr Jean-Chou, le Cameroun semble avoir choisi AstraZeneca comme vaccin. On sait qu'il y a Pfizer, BioNTech, il y a Moderna, il y a Sputnik V. Tel que le dit le communiqué la correspondance du ministre de la Santé au délégué, c'est AstraZeneca qui va débarquer au Cameroun. Vous pouvez nous présenter ce vaccin en quelques lignes? Oui, tout à fait. Effectivement, dans ces vaccins qui sont actuellement disponibles, il y a eu les vaccins, les tout premiers qui ont été utilisés ici au Canada ou dans d'autres pays en Europe. C'était les vaccins ARN qui étaient des vaccins qui avaient été testés avec une bonne efficacité. Et ensuite, il y a eu les vaccins AstraZeneca qui étaient des vaccins développés en Angleterre et puis qui ont aussi été testés avec une excellente efficacité en termes de prévention. L'une des grosses différences avec les premiers vaccins ARN, c'est la possibilité de pouvoir utiliser un vaccin qui est stable avec les températures qu'on connaît en Afrique, puisque les vaccins ARN demandent un processus de conservation très Et donc, lorsqu'on part du programme de vaccination de masse des structures intenses. Donc, dans les pays qui ont commencé à vacciner, il y en a eu plusieurs qui ont utilisé ces vaccins d'AstraZeneca et les reculs actuels montrent qu'il y a une bonne tolérance sur des grandes cohortes de population. Des effets secondaires? Notez où ça a commencé avec AstraZeneca. Comme tout vaccin, il y a quelques effets secondaires mineurs qu'on observe souvent lors de l'injection, surtout au niveau des points d'injection. Ce qu'on appelle point d'injection, c'est la porte d'entrée au niveau de la peau où le vaccin pénètre. On peut avoir de la douleur, de la rougeur,
Ça, c'est des effets au niveau, par exemple, du bras où on injecte. Après, il y a les effets qui se font un peu plus globaux au niveau de l'état général, puisque le vaccin, pour qu'il agisse, il faut que cet agent stimule le système immunitaire. Donc, on peut avoir un peu de fatigue, un peu de fièvre, un peu de courbature. Et ça, ce sont des effets qui sont aussi transitoires. Ok, merci. Merci. On va revenir après le journal parce qu'il est déjà là, Cédric Noufelé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de la problématique de la réglementation du secteur des mototaxis après les scènes d'émeutes vécues il y a quelques jours à Mbopi. C'est dans le 4e arrondissement de Douala que l'autorité administrative a saisi des motos pour aussi les sensibiliser sur l'enjeu de respect des règles en vigueur. Cependant, les syndicats estiment que cette nouvelle stratégie est vouée à l'échec et depuis une dizaine d'années, vous l'avez certainement observé, le gouvernement peine à faire respecter la réglementation dans le secteur des mototaxis. Qu'est-ce qui fait problème? Quelle stratégie proposent les syndicats du secteur des mototaxis? Vous les écouterez dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir d'un problème de litige foncier qui se pose dans la région de l'Est, notamment dans certaines localités où les populations et les communautés s'étripent pour brader les terres ou pour conserver des terres qui appartenaient à d'autres communautés. Comment l'autorité administrative arbitre ces tensions? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et nous évoquerons également la stratégie de sensibilisation pour le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Le gouvernement l'a annoncé vendredi dernier, mais rien n'est fait jusqu'ici pour attirer les populations sur la nécessité de respecter ces mesures barrières. Nous ferons le point à Douala, mais également à Bafoussam, là où un match s'est tenu à huis clos. Les supporters ont été interdits d'accès au stade, mais ils se plaignent de voir que de nombreuses personnes étaient à l'intérieur et qui ont été sélectionnées dans des circonstances qui demeurent floues. Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Dans un instant, madame, monsieur, après le 20h, ce sera Equinox. Deuxième partie. I own a small hair salon. It helped me earn a living, nothing extraordinary. Then comes something new, Orange Money. I had never heard of it before. I started with transfers. It was very lucrative that I locked down